Chers amis, bonjour. Bonjour Bonjour à Béatrice. tous, bonjour Thierry, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Thierry Soulard pour une présentation de voyages musicaux. Bonjour Thierry. Eh bien oui, un certain nombre d'entre vous ont déjà suivi des présentations de voyage, mais autour de thèmes. On va voir quelques fils autour de Mozart, de Rossini, de Chopin, entre autres. Et en même temps, on vous parlera de voyage. Et d'ailleurs, éventuellement, Claire nous rejoindra aussi. Alors Claire, c'est Claire Guillard qui est une de nos créatrices de voyages chez Intermed et qui s'occupe notamment des voyages musicaux en France. Donc elle pourra intervenir. Voilà, la voici qui apparaît. Bonjour à tous. Pour nous parler un petit peu de ses problèmes techniques, peut-être, quand elle réalise ses voyages. Ah, la difficulté La d'organiser ces difficulté. festivals, d'avoir des programmes au dernier moment, hein, véritablement. Et oui, c'est Claire qui s'occupe des festivals en France et vous savez, c'est pas toujours simple. Vous voyez quelquefois qu'on attend, on attend. Pourquoi? Mais parce que le festival n'a pas encore donné le programme. Et lui-même, je suppose, il râle parce que les artistes n'ont pas encore donné leur accord parce qu'ils ont plusieurs choses en même temps. Ah, les problèmes d'emploi du temps, c'est Ah, toujours c'est compliqué. compliqué de gérer les voyages musicaux. Ah, les voyages, les voyages. Tiens, Mozart a beaucoup voyagé. On va parler un petit peu de Salzbourg, justement. Mozart à Salzbourg. Et Mozart, savez-vous qu'il a passé le tiers de sa vie en voyage? C'est considérable, hein, plus de 10 ans de voyage. Et il a vécu 35 ans, donc oui, un bon tiers. Et d'ailleurs, je vais vous poser d'abord une petite question. Quel âge avait Mozart sur ce tableau? Oh, on Ah, part on a fort déjà une là. réponse. 4 ans. Ah ah, mais non. Vous me direz, on pourrait essayer de l'évaluer au type de la peinture. 6 ans. 6 ans, 6 ans, ça on se y est presque. rapproche. 7 ans, bravo. Ouais, bravo. Bravo, 7 ans. Et oui, pourquoi? Vous voyez que la peinture attribuée à Pietro Antonio Lorenzoni, elle se trouve d'ailleurs à Salzbourg, au Mozarteum, cette peinture est datée de 1763. On peut discuter d'ailleurs sur l'attribution, mais il a le petit habit d'ailleurs que lui avait offert Marie-Thérèse, impératrice, et il est né le 27 janvier 1756. Alors, une enfance ponctuée par des voyages. Vous voyez, 10 ans de voyage, 10 pays visités, 200 sites et une vaste correspondance parce qu'il écrivait à la famille, aux amis. Bon, souvent, son père l'accompagnait, mais dans ces cas-là, il écrivait à sa mère, à sa sœur. Éventuellement, quand il part avec sa mère lors du deuxième séjour parisien, il écrit à son père. Correspondance extraordinairement intéressante. Alors, vous voyez, son premier voyage, Vienne, en 1762, il est tout jeune, et c'est là où l'impératrice va l'écouter, l'apprécier, lui offrir cet habit. Et ensuite, on a vraiment des voyages plus longs. Paris, 1763-64, Londres, 64-65, un second séjour viennois, l'Italie, 1768-71. Vous voyez là une des célèbres peintures qui est à Carnavalet de Carmontel, Louis Carogis dit Carmontel, Léopold Mozart, son père, et les enfants, Wolfgang et sa sœur, Maria Anna, jouant à Paris, 1763-64. Le thé à l'anglaise, servi dans le salon des Quatre Glaces au Palais du Temple à Paris en 1764, vous voyez, célèbre peinture où vous avez à gauche le jeune Mozart au clavecin, et en même temps autour on prend le thé et on l'écoute. Donc oui, tous ces voyages ont ponctué, on va dire, son existence. Alors oui, Mozart est né à Salzbourg, oui, il a passé quand même un certain nombre d'années à Salzbourg, mais avant de partir pour Vienne, ces séjours salzbourgeois ont été largement entrecoupés de voyages. Et c'est d'ailleurs le retour à Salzbourg en 1771 qui sera, on va dire, entrecoupé par un deuxième voyage à Paris. Ce séjour, donc, qui va lui peser, d'autant plus que vous voyez ici le prince archevêque Hieronymus Colloredo, von Colloredo-Mansfeld, qui a succédé, début 1772, à l'archevêque Sigismund von Schrattenbach, qui était vraiment le protecteur de la famille Mozart, qui les laissait voyager comme il voulait. Surtout que n'oublions pas que tout c'était au service du prince archevêque. Hein. Le père, violoniste Léopold, était au service de l'archevêque, il était Concertmeister.
et ensuite Kapellmeister. Alors, vous comprenez que lorsque Colloredo veut l'empêcher de voyager, d'ailleurs pour aller à Paris, il prend un congé sans solde, hein, et le père est obligé de rester à ce moment-là. Et sa mère, malheureusement, l'accompagnant, décède à Paris. Vous savez qu'elle est enterrée à Saint-Eustache. Donc, ce séjour viennois n'est pas très facile. Et finalement, il est ravi de partir pour Vienne, où il va passer 10 ans jusqu'à sa mort, le 5 décembre 1791. Mais il n'empêche que Salzbourg, se promener à Salzbourg, c'est trouver à tout coin de rue des souvenirs de Mozart. Sa maison natale, bien sûr, que vous voyez là, Getreidegasse, Mozarts Geburtshaus, la maison qui a été d'ailleurs réaménagée plusieurs fois, différents. Et puis il y a des lieux qui sont vraiment liés à Mozart, par exemple la cathédrale Saint-Rupert, c'est là où il a été baptisé. Mais c'est aussi là où il a donné des œuvres, car dans toutes les églises de Salzbourg, mais aussi dans le palais des princes-archevêques, au château qui se trouve au-dessus, partout ont été créées des œuvres de Mozart. Évidemment, je ne les répertorie pas, on n'a pas le temps, mais tout ça pour vous dire l'importance donc de ces lieux qui sont devenus des lieux de mémoire, d'autant plus que redécouvrant, surtout à partir de 1856, Mozart à Salzbourg, il était déjà bien célèbre ailleurs, mais Salzbourg va ériger pour le centenaire de la naissance de Mozart une statue, et le culte de Mozart va commencer à Salzbourg. Et à la fin d'ailleurs du 19e siècle, on fondera le Mozarteum, université, bibliothèque, académie, salle de concert. Donc, vous voyez, la cathédrale, il y a eu des œuvres de créées, mais déjà, le 27 janvier 1756, le lendemain de la naissance du 27, Mozart était baptisé sur ces magnifiques fonds baptismaux du XIVe siècle. C'est en bronze, une œuvre tout à fait exceptionnelle. Le couvercle est moderne, les vaguelettes, mais au-dessous, avec les portraits d'évêques, c'est une œuvre médiévale d'une très grande qualité. Et vous avez ici cette vaste nef, l'édifice est des années 1600, au tout début du XVIIe siècle, avec cette idée d'ouvrir les espaces issus de la réflexion sur la contre-réforme, le Gesù de Rome. Et l'orgue, il n'y a pas qu'un orgue, il y en a plusieurs. D'ailleurs, c'est pas celui-ci dont Mozart était titulaire, c'était un autre orgue. Mais il a joué sur tous les orgues, cet orgue qui a été refait, mais qui datait lui aussi du XVIIIe siècle, d'un facteur d'orgue, Christopher Edegarer. Et donc, Mozart a créé certaines de ses musiques ici. Alors, vous voyez, autour de la cathédrale, vous avez la résidence, qui est le siège du gouvernement des princes-archevêques, et vous avez toute une série de places qui ont été réaménagées autour des années 1600, fin 16e, début 17e, à l'italienne par un grand architecte urbaniste, Vincenzo Scamozzi. Et la cathédrale a été construite par un autre Italien, enfin plutôt un Tessinois, lui, Antonio Solari. Mais Scamozzi était lié à Palladio, a beaucoup travaillé. Voici ici la résidence des princes-archevêques, avec ses salles qui ont été plusieurs fois remaniées, là plutôt beaucoup d'éléments du XVIIIe siècle. Et dans ces salles, vous avez des œuvres de Mozart qui ont été créées. Et ici, la salle des gardes, la Carabiniensaal, la salle des carabiniers, et elle a gardé plutôt quand même ses portes 17e. L'église des franciscains, dont vous voyez le chevet de la fin du XVe siècle, qui s'est greffé sur une nef des années 1200, d'ailleurs un travail extraordinaire de légèreté, avec cette voûte d'ogive plaquée. Et là aussi, aux franciscains ont joué Mozart. Et d'ailleurs, on y donne des messes de Mozart le dimanche. L'abbaye Saint-Pierre, une église romane baroquisée, mais les structures sont romanes. Il y a d'ailleurs quelques fragments de peinture qu'on peut voir. Là encore, un lieu de création pour Mozart. Et vous avez le plus ancien restaurant où d'ailleurs on mange avec le circuit, le Stiftkeller St. Peter, donc restaurant Saint-Pierre, plus vieux restaurant d'Autriche. Vous voyez, il y a plusieurs salles. Et on a la chance d'y manger après le concert. Enfin, un des concerts.
La collégiale de l'université de Fischer-Fornerlach, c'est en face de la maison de Mozart, encore un lieu de création, et vous voyez là tout le baroque italien qui a influencé ce baroque autrichien avec les jeux de courbes et contre-courbes. On a l'impression de voir des citations de Borromini ou de Bernini. Et la forteresse médiévale de Hohensalzbourg, qui remonte au XIe siècle, très modifiée, on va dire, fin du Moyen-Âge, début XVIe. Et c'est d'ailleurs là que vous avez ces magnifiques chambres des archevêques, de l'archevêque Léonard von Keutschach, qui date du tout début du XVIe siècle, et avec des décors de bois, bois doré, sculptés. Vous voyez à gauche un magnifique poêle en terre cuite et émaillé. Donc un ensemble extraordinaire. Et là aussi, dans la salle attenante, on a créé des œuvres de Mozart. Donc le souvenir de Mozart est un peu partout. Et si vous voulez aller à Salzbourg, eh bien, il y a une occasion extraordinaire, le festival de Pentecôte à Salzbourg. Cecilia Bartoli. Et alors, Salzbourg vous amènera à Venise, Sounds of la Serenissima, les sons de la Sérénissime. Alors, vous allez me dire, bon, de Mozart à Vivaldi, mais après tout, savez-vous qu'à Vienne, le baron von Swieten, qui est un ambassadeur danois, avait fait parvenir à Mozart des œuvres de Bach et de Vivaldi. Et Mozart a été fasciné, on va dire, par ses vieux maîtres. Donc, pourquoi pas remonter à Vivaldi, à Salzbourg. Et d'ailleurs, il va y avoir une création assez remarquable. Donc, ce festival de Pentecôte, vous savez, c'est un festival ancien qui remonte à Herbert von Karajan, qui avait créé le festival en 1973 parce qu'il trouvait que tout avait lieu l'été, donc il fallait répartir un petit peu. Et Cecilia Bartoli est à la tête du festival depuis déjà pas mal de temps. Vous savez qu'elle doit son prénom à Sainte Cécile, la patronne de la musique. Elle est née à Rome en 1966. Elle a toujours été entourée de musique. Ses parents étaient chanteurs d'opéra. Et elle a créé en 2016, c'était un peu son rêve, son orchestre sur instruments d'époque, les musiciens du Prince, qui font revivre le son original de l'époque baroque. Elle est directrice de l'Opéra de Monte-Carlo, première femme à occuper ce poste, et donc directrice artistique du festival de Pentecôte. Et alors, avec ce thème vénitien, on aura Monteverdi, Vivaldi, et puis cet hôtel Métamorphosis dont je vais vous parler. Voilà, donc la fine fleur de l'art lyrique sera là pour ce festival. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourra entendre? Donc ce voyage, d'ailleurs, vous voyez, a lieu, il faut quand même que je précise, du 6 au 10 juin 2025. Oui, c'est bientôt quand même, hein, c'est dans un mois, mais vous pouvez encore vous inscrire. Il y a des places qui restent, pas beaucoup, mais quelques places, donc du 6 au 10 juin. Et c'est moi, dans ces cas-là, qui vous retrouverai et j'en serai absolument ravi. Donc venez, c'est exceptionnel, c'est pas un circuit courant, ne serait-ce que par les magnifiques concerts, on va dire. Et puis, il y a l'atmosphère de Salzbourg, mais il y a des concerts exceptionnels. Alors, vous voyez les Vêpres de la Vierge, 1610, de Claudio Monteverdi, méditatif, théâtral, on dit un monument de la musique sacrée européenne. C'est Gianluca Capuano qui dirige, avec l'ensemble Il Canto di Orfeo, l'ensemble vocal, et aussi les musiciens du Prince, donc qui avait été créé au printemps 2016 sur l'idée de Cecilia Bartoli. Et maintenant, c'est musiciens du Prince Monaco, puisqu'ils sont à Monaco. Vous voyez la très belle salle du Mozarteum du tout début du XXe siècle, elle est encore Jugendstil, Art Nouveau. Et Claudio Monteverdi, originaire de Crémone, comme vous savez, qui a composé des madrigaux, qui était au service de la cour de Mantoue des Gonzague, maître de chapelle, et qui en 1613 devient maître de chapelle à San Marco de Venise. D'ailleurs, il deviendra prêtre, il était veuf en 1632. Monteverdi est l'auteur d'un des premiers opéras de l'histoire de la musique. Lequel? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? L'Orfeo, bravo, c'est l'Orfeo de Monteverdi, tout à fait. C'est vraiment, vous voyez, 1607, c'est vraiment
l'opéra le plus important, le premier opéra, bien sûr. Vous avez Jacopo Peri, Eurydice, qui est de 1600, mais l'opéra vraiment important, vraiment connu, vraiment écouté, c'est celui-ci. Et alors, les Vêpres de la Vierge, donc de 1610, elles ont été imprimées à Venise en 1610, donc avant son poste à Saint-Marc de Venise, alors qu'il était à la cour de Mantoue, peut-être pour obtenir un poste à Venise. En tout cas, dans cette œuvre, on a donc deux chœurs, deux tribunes. Vous voyez, les choris spezzati, il y avait deux tribunes à Saint-Marc de Venise, et donc on séparait, d'ailleurs il y avait aussi deux orgues. Andrea et puis son neveu Giovanni Gabrielli, les Gabrielli ont composé aussi pour deux ensembles. Et d'ailleurs, ils étaient organistes et il y avait même des pièces pour deux orgues, vous voyez. Alors, on va écouter un extrait des Vêpres de la Vierge, dirigé justement par Gianluca Capuano, qu'on entend à Salzbourg, avec un ensemble autre, la Verdi Barocca. Donc, un petit extrait, je vous en ai promis quelques-uns, et nous allons écouter, avec d'ailleurs ce début instrumental célèbre, qui n'est pas d'ailleurs sans évoquer l'Orfeo, c'est-à-dire que le prologue de l'Orfeo est tout à fait proche. Voilà, magnifique. Vous avez reconnu peut-être à droite cet instrument courbe. À droite du chef, c'est le cornet à bouquin. Et vous savez d'ailleurs qu'il est en bois, mais il est classé comme un cuivre parce qu'il a une embouchure très particulière, donc comme les corps. Donc voilà ce magnifique extrait. Alors, un autre concert, alors vraiment, là je ne peux pas vous faire écouter quoi que ce soit, c'est une création, on l'attend avec impatience, c'est ce qu'on appelle un pasticcio, sur la musique d'Antonio Vivaldi, en deux actes avec des textes d'Ovide, toujours dirigé par Gianluca Capuani, l'équipe Cecilia Bartoli. Donc elle a confié au metteur en scène, Barry Kosky, le soin d'imaginer un pasticcio, donc mis en scène, faisant écho à l'histoire musicale de Venise. Donc ces pastiches, ça se faisait à l'époque tout à fait. On en a fait couramment, même sur des opéras de Rameau, justement, par exemple, l'opéra comique se faisait comme un pasticcio. Et là, donc, on assemble des musiques, c'est une forme d'hommage en quelque sorte, et ça se faisait beaucoup à Venise au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc on aura, si vous voulez,
morceaux qui sont repris d'opéras de Vivaldi ou de thèmes musicaux et adaptés avec des textes des métamorphoses d'Ovide, donc des arias aussi, des mouvements de concerto. Donc c'est une recomposition et elle l'a appelé Hôtel Métamorphosis. Vous voyez, donc et Cecilia Bartoli, donc dont on a parlé, et vous aurez aussi Léa Descendré, qui est jeune, vous savez, elle est née en 1993, elle a fait de la danse classique, étudié le chant à Venise, justement, avec Sarah Mingardo, et comme vous savez ensuite, la suite de sa carrière, c'est en 2015, quand William Christie l'a remarqué et l'a intégré dans le Jardin des Voix, et depuis, sa carrière a décollé extraordinairement. Hein. Donc, voilà, bon, je ne vous parlerai pas de tous les autres, ils sont tous remarquables. Si, Philippe Jarouski, bien sûr, qui est né en 1978 à Maison Lafitte, hein, et il avait fait au départ violon hein, à 11 ans. Il a été dans une classe de violon au Conservatoire de Versailles, était sorti avec le premier prix, et après avoir entendu un contre-ténor, Fabrice Di Falco, eh bien, il s'était tourné vers le chant lyrique. Et c'est comme ça qu'il est devenu un des grands contre-ténors, et il a créé même un ensemble, lui aussi, Artaxerces, en 2002, et ainsi, ben, il a pu aussi explorer des partitions moins connues. Alors, vous voyez, ça se tiendra à la Haus für Mozart, qui est une salle qui est vraiment dédiée à l'opéra, qui a été faite au moment où on avait donc l'année Mozart à Salzbourg en 2006, pour les 250 ans, la naissance. Donc, vraiment une œuvre inédite, et la musique et les textes doivent résonner ensemble. Donc, le créateur, le metteur en scène, dit ce n'est plus seulement une transformation, mais l'illustration d'un spectre complet, d'un panoptique d'émotions humaines, réunissant virtuellement tous les sentiments de l'homme, la rage, la vengeance, la joie, les obsessions. Donc voilà, ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et enfin, il y a un concert à la Felsenreichschule, c'est-à-dire au manège. Ce manège qui a été aménagé, car vous voyez que vous avez les tribunes creusées dans la roche au fond, c'est ce qui est éclairé en bleu, et la salle qui est couverte, bien sûr, où vous avez des gradins. D'ailleurs, on est très très souvent à Salzbourg, y compris l'hiver à la Mozartwoche, et Marc Minkowski a invité à plusieurs reprises Bartabas, par exemple. Et c'était particulièrement bien choisi ici. Mais on y donne aussi donc des opéras. Et là, eh bien, c'est Rossini à Venise, vous voyez. Donc finalement, avec Monteverdi, on est au début du XVIIe siècle. Avec Vivaldi, on est au XVIIIe, et avec Rossini, on est au début du XIXe. Donc des airs, donc la Cambiata di Matrimonio, Tancredi, Semiramide, la Scala di Seta, l'Italiana à Alger. Donc vraiment les œuvres qu'il a créées, ces premières œuvres hein, véritablement qu'il a créées à ce moment-là. Vous savez, Rossini, justement, on va en parler, il était originaire d'une famille modeste de Pesaro, et on parlera du festival de Pesaro. Alors vous voyez ici, vous avez donc les interprètes, Mélissa Petit, une soprano, soprano lyrique française. Il y a aussi le célèbre Hildebrandi d'Angelo, baryton basse italien, pour les rôles de bel canto. Il est bel homme d'ailleurs, tout le monde le dit. Et John Osborne, qui est né en 1972 et qui est un ténor lyrique américain. Et lui aussi spécialisé dans le bel canto, donc voilà. Et l'ensemble, toujours il canto di Orfeo, les musiciens du Prince Monaco et la Philharmonique de Wurth, donc toujours sous la direction de Gianluca Capuano. Venise est véritablement une capitale musicale et on a donc plusieurs opéras majeurs qui y sont créés. Et donc, c'est aussi les débuts à ce moment-là de Rossini. Donc Rossini, si vous voulez, il va rester, bon, Pesaro, je vous en parlais tout à l'heure, il va rester assez peu à Pesaro, il se formera à Bologne, mais ses premiers opéras importants seront donnés à Venise. On va en parler tout à l'heure. Je vous propose un court extrait de l'Italienne à Alger. Alors ça, justement, c'était une production de Pesaro en 2013, on va enchaîner là-dessus, et c'est tout à fait décalé en réalité.
C'est-à-dire que l'Italienne à Alger, ça a été mis dans les années 60 comme une aventure de James Bond dans les champs pétrolifères du désert et de la côte nord-africaine. Donc, voilà, à la dernière minute, un accident d'avion, et la fille italienne de Rome est livrée aux griffes d'un baron du pétrole local, Mustapha. Donc voilà, ils se sont bien amusés à réécrire finalement cette œuvre assez passionnante, parce que l'Italienne à Alger, vous savez, ça fait partie des opéras très connus. Il avait été créé donc à Venise en 1813 pour le Teatro San Benedetto. Première comédie développée de Rossini. Les autres étaient très courts. Là, c'est beaucoup plus long. Avec, alors c'est l'histoire évidemment de Mustapha, le bé d'Alger, qui est l'as de sa femme Elvira et qui veut une Italienne pour la remplacer. Bon, voilà, bon, je ne vous raconterai pas l'histoire, vous la connaissez d'ailleurs peut-être, mais bon, évidemment, il y a tout ce côté buffa. C'est un drama giocoso, un drame joyeux. C'est comme ça qu'on l'intitule sur un livret d'Angelo Anelli, donc premier opéra bouffe important, donc développé par Rossini. Bon, je vous raconte pas l'histoire, mais on va voir cet extrait, donc vous allez voir, c'est décalé, hein, pas de doute, mais bon, c'est amusant, et puis bon, il faut bien que des metteurs en scène se fassent plaisir, hein, donc bon, c'est curieux. Donc Pesaro, festival de Pesaro en 2013. Écoutons ça, un court extrait. Pas mal, hein, pas mal, pas mal. Bon, cette mise en scène est un peu originale, mais en tout cas, l'interprétation était vraiment très bien. Voilà, donc des extraits, et puis justement, on va passer au festival de Pesaro, justement. Restons avec Rossini.
Rossini à Pesaro, qui était né le 29 février 1792 à Pesaro, c'était encore dans les États pontificaux. Vous savez que c'est l'arrivée des Français qui a un peu tout bouleversé, hein, au moment de la Révolution. Donc, c'était dans les Marches italiennes, donc au bord de l'Adriatique. Et j'étais d'une famille modeste, un père qui était un partisan de la Révolution française, Giuseppe Rossini, Vivazza on l'appelait, c'était le trompette de ville, le tubatore, et sa mère, Anna Guidarini, était originaire d'Urbino, c'était une chanteuse. Alors Rossini va se former plutôt à Bologne, hein, et bon, il était d'abord allé chez sa grand-mère à Ravenne, je crois, et puis ensuite à Ferrare, à Bologne. Et le père avait été obligé de s'enfuir vu ses idées politiques, donc et il va s'initier à la musique à Bologne. Donc il va apprendre le chant, mais aussi l'épinette, bon, l'instrument de musique. Et à 14 ans, il s'inscrit au Liceo Musicale de Bologne. Il étudie donc Haydn, Mozart, et on l'appelle d'ailleurs, tellement il aime la musique allemande, le petit allemand, il Tedeschi. Donc. Et il apprendra le contrepoint, beaucoup de facilité, hein. Il a appris aussi le violoncelle. Et ses premiers opéras, c'est très tôt, hein, puisque finalement il a 18 ans, à partir des années 1810. Donc, et finalement, il va faire en quelques années 10 opéras. Il est vraiment prolifique, hein. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il n'a plus fait grand-chose. Il s'est reposé en particulier à Paris. Vous savez, il est mort à Passy. Et donc, finalement, Pesaro, il n'est pas resté tellement, hein, très peu. Mais Pesaro est quand même resté attaché à Rossini. Donc, Rossini avait donc quitté ensuite la région de Bologne. Il est allé donc, il a donné des opéras à Venise. Donc là, c'est vraiment dans les années 1810. Son premier opéra, c'est Il Cambio di Matrimonio San Moise de Venise. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans la conférence sur l'opéra à Venise. Et il connaît toute une série de succès. Ciro in Babilonia, qui donne à Ferrare, la Scala di Setta à Venise, la Pietra del Paragone à Milan. Donc, Pietra del Paragone, d'ailleurs, c'est considéré vraiment comme une œuvre de génie qu'il a lancée véritablement. Et donc, Rossini va abandonner aussi les longs récitatifs traditionnels de l'opéra seria pour des déclamations lyriques et donc seria dei Rizzi, comme on a dit aussi, cet air où pourquoi les Rizzi, un air de riz? Parce que donc dans Tancredi finalement, où il abandonne ses longs récitatifs, il va composer un air pendant la cuisson du riz dans une auberge. C'est un peu une légende, mais il y a beaucoup de légendes. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs dans les légendes, vous voyez ici le quiz, jouons un jour au piano une partition de Wagner. Rossini n'en tirait que des sons cacophoniques. Un de ses élèves, s'approchant de lui, lui dit « Maestro, vous tenez la partition à l'envers ». Évidemment. Qu'a répondu Rossini? Une petite idée? Oui, bravo, c'est ça. J'ai essayé en la mettant dans l'autre sens, c'était pire. Bon, il y a beaucoup de légendes autour de lui. Vous connaissez aussi celle il écrivait une partition, elle est tombée par terre, plutôt que de se lever pour la ramasser, il était sur son lit, il a préféré recommencer. Bon. En tout cas, en 1868, lorsqu'il meurt à Paris, eh bien, on va produire le Stabat Mater, Semiramide, Otello à Pesaro. Le festival n'est créé qu'en 1980, mais Pesaro a gardé le souvenir. Vous voyez ici la maison natale de Rossini que l'on peut visiter. Donc Rossini est parti ensuite, vous savez qu'il a été, il y a une période napolitaine, il épousera d'ailleurs une chanteuse lyrique, Isabelle Colbrand, se séparera ensuite, se remariera avec Olympe Pélissier plus tard, et en 1815, donc c'est le Barbier de Séville à Rome, hein, et donc ils rompt avec l'opéra seria ensuite, et finalement, la Révolution de Naples, 1820, il se rend à Vienne en 1822, et c'est là où il va faire représenter Zelmira. Zelmira,
que vous entendrez à Pesaro. Il a d'ailleurs rencontré Ludwig van Beethoven, mais qui était déjà d'une surdité avancée, donc il n'a pas pu communiquer. Sémiramide n'a pas été un succès d'ailleurs à Vienne. Il quitte l'Italie pour la France. Il est passé par l'Angleterre et il va s'installer en France. Bon, il y aura la révolution de 1830 qui fait perdre la protection de Charles X et il commence une retraite. Il fait des œuvres un peu à son rythme. Il rentre un temps à Bologne, 1847, mais il y a des troubles et puis finalement il revient à Paris. Il a un appartement d'ailleurs rue de la Chaussée-d'Antin. Voilà, voilà. Et donc, vous voyez ici, il y a un musée national Rossini dans le palais Montani Antaldi. Donc, Pesaro a été désigné par l'UNESCO cité créative de la musique. Vous voyez ici une des salles avec le piano de Rossini. Alors, ce festival, eh bien, vous pouvez y aller avec Claire Gréby, que un certain nombre d'entre vous connaissent. C'est du 12 au 15 août 2025. C'est une passionnée à la fois d'art, de musique, et je la connais depuis très longtemps. Vous serez entre d'excellentes mains. Donc, voilà, c'est l'occasion aussi de faire des visites à Urbino, donc dans les Marches, hein, le Palais Ducal. Il y a même une visite aussi de la Villa impériale de Pesaro, qui est ouverte pour une visite privée. Donc, et puis le Palais Ducal d'Urbino, bien sûr, Raphaël. Vous voyez ici la sphère d'Arnaldo Pomodoro, qui est à Pesaro. C'est une création de Pomodoro, qui, vous savez, a toute une série de sphères aussi. Il a 98 ans hein, cette année. Bon. Vous savez que Pierre Soulages nous a quittés juste avant ses 100 ans, et voilà, on est à peu près là dans cette génération d'artistes. La villa impériale qui est près de Pesaro, bah, pourquoi impériale? Parce que Frédéric III de Habsbourg en avait posé la première pierre, je crois en 1469, et elle a été rénovée au XVIe siècle par le duc Francesco Maria della Rovere et son épouse Eleonora Gonzague, qui donc a chargé un architecte, Gerolamo Genga, de réaménager. Vous voyez d'ailleurs le beau plafond de la chambre des demi-bustes. De très belles œuvres, la sphère. Les Marches, Urbino, une cité absolument magnifique, et c'est là où vous avez le Palais Ducal avec ses collections de peintures de la Renaissance. Voilà la Muette de Raphaël, par exemple, un des tableaux très célèbres qui est exposé là. L'Oratoire Saint-Jean avec les fresques des Salimbeni, à Urbino, donc vous voyez un patrimoine passionnant. Et alors donc il y a deux concerts, puisque vraiment c'est dédié en quelque sorte là, ce festival à Rossini. Donc il y a deux opéras, il y a Zelmira, un opéra en 2 actes, sur un livret d'Andrea Leone Tottola, inspiré de Zelmire de Dormont de Bellois. Bon, ça a été créé donc au San Carlo de Naples le 16 février 1822. C'est le dernier des opéras qu'il a donné à Naples. Hein. L'action se déroule à Lesbos, dont le père de Zelmire est le roi, une intrigue complexe avec des rebondissements, des thèmes, usurpation, trahison, convoitise de la couronne de Lesbos, etc. Vous verrez, c'est passionnant, c'est pas le lieu pour vous raconter cette histoire, pas plus que l'italienne à Alger en aurait pas le temps. Bon, le livret a été quand même trouvé un peu incohérent, un peu lourd, mais l'audace musicale de Rossini a suscité l'admiration. Pourtant, c'est un des opéras les moins connus de Rossini. Je ne sais pas si vous connaissez tous Zelmira, hein, c'est vraiment pas du tout connu. Et des partitions très riches, difficiles, en particulier le ténor, très compliqué à chanter. L'aria finale de Zelmire, il y a 3 versions. C'est un des plus difficiles du répertoire de mezzo-soprano ou de soprano coloratura, dit-on. Donc, on va écouter quand même un extrait justement du festival Rossini, du festival Pesaro de 2009. Alors, j'ai choisi de vous en faire écouter un extrait parce que, après tout, c'est pas très connu. Donc, c'est l'occasion de découvrir brièvement Zelmira avec Juan Diego.
Vous voyez, c'est pas facile, hein, véritablement, à chanter à partir de ténor. Hein. C'est absolument virtuose. Donc, cette œuvre de 1822 et qui est vraiment à découvrir, donc, si vous allez à Pesaro. Et au théâtre Rossini, vous aurez l'italienne à Alger, dont je vous ai parlé, justement, qui, elle, est antérieure, 1813, la période vénitienne, le Teatro San Benedetto, donc, avec cette histoire du bey d'Alger, Mustapha, de sa femme, etc., l'opéra Bouffe. Et j'en profite pour vous poser la question du petit quiz. Quel écrivain célèbre est l'auteur de La vie de Rossini, publié en 1824? Ah, et c'est un écrivain très connu, mais on ne sait pas forcément qu'il a écrit Une vie de Rossini. Stendhal, très bien. Bon, parfait. Bon. C'était trop facile. Je ferai plus compliqué la prochaine fois. Mais bon, ça me semblait quand même pas si évident, mais bravo, bravo. Immédiatement en plus. Bien, eh bien, partons avec Chopin à Nohant. Et là, on va partir nos 3 dernières destinations sur la France. Hein. Et d'ailleurs, Claire, si tu veux, n'hésite pas à intervenir. Si vous avez d'ailleurs des questions, on va dire. Bon, d'abord, on va parler un petit peu de Chopin à Nohant, et puis après, on parlera de ce séjour, de ce petit circuit que je fais d'ailleurs moi-même à Nohant et en Berry. Vous voyez le célèbre portrait, les années donc de Chopin à Nohant. Petite question, combien de séjours Chopin a-t-il fait à Nohant? 7. Bravo, bravo, bravo. Immédiat, hein, absolument immédiat. Et vous voyez ce célèbre double portrait qui était inachevé, donc, qui est d'ailleurs séparé. Vous avez un tableau qui se trouve au Louvre et l'autre Ordrup Garden, enfin, la galerie de Copenhague. Vous voyez, c'est Chopin et George Sand. Hein. De 1838 à 1847, Chopin a été le compagnon de George Sand. George Sand, qui était séparé, qui avait 34 ans, 2 enfants, fortuné. Chopin avait 28 ans, il était plus jeune. Il y avait d'ailleurs un rapport très maternel et ils s'étaient rencontrés pour la première fois par hasard, fin octobre 1836, à l'Hôtel de France, 23 rue Laffitte à Paris. 23 rue Laffitte. C'est une réception qui était donnée par Liszt et Marie Dagout. Et Chopin, savez-vous ce qu'il avait dit de George Sand? À la suite de ce premier contact, il le dit à son ami Hiller, il dit « Mais quelle est antipathique cette Sand, est-ce bien une femme ?» Ben pourtant, vous voyez, quelques temps plus tard, donc il doute, et ils se fréquentent, puis de plus en plus, et puis Chopin, vous savez, une déception avec un amour, on va dire, très abstrait avec Maria Wodzinska, et donc, de son côté, George Sand venait quitter Michel de Bourges, et voilà comment ils se sont retrouvés, donc, eh bien, ainsi, après l'épisode bien connu de la Chartreuse de Valdemossa, où le couple avait décidé de voyager en quête de solitude en novembre 1838, et vous savez que Chopin est malade à ce moment-là, ça a été des moments difficiles, en plus, bon, l'endroit où ils sont logés est pas très, comment dirais-je, pas très chauffé à ce moment-là, pas très isolé, il y a des vents, ils doivent quitter la villa, Chopin pense avoir de la bronchite, il est tuberculeux, bon. Il va d'ailleurs ensuite, il va composer quand même là-bas, et il rentre en France avant la date prévue, et à partir de ce moment-là, eh bien, ils vont habiter à Paris l'hiver et à Nohant, venir l'été, avec des pianos d'ailleurs qu'on voit Pleyel,
Camille Pleyel, qui envoie des pianos à Nohant. Vous voyez ici la reconstitution, la restitution du tableau de Delacroix, qui n'a jamais été fini. Et voilà le magnifique domaine George Sand à Nohant. Alors cette année, d'ailleurs, on a un petit peu changé le programme. Donc, bon, le domaine, évidemment, on le visite. Hein. C'est une plongée extraordinaire. Ça n'a pas changé depuis George Sand. C'est, enfin bon, un petit peu quand même. Mais, vous voyez, l'état, on a l'impression de vivre. Vous voyez les portraits de famille. Vous savez d'ailleurs que George Sand descendait d'un roi de Pologne, hein, Auguste III, et d'Aurore de Königsmarck, qui avait eu pour enfant que je vais avoir oublié son nom. Ah, j'ai des trous maintenant. Le célèbre général de Louis XV, qui était protestant et qui est enterré à Strasbourg. J'ai tous les détails sur lui, mais son nom m'a définitivement quitté. De Saxe, le maréchal de Saxe. Voilà. C'était son ancêtre, c'était donc la grand-mère de George Sand, était la fille du maréchal de Saxe. Puis, qui était d'ailleurs pas légitime. Et donc, la grand-mère était très cultivée, elle avait un clavecin, et c'est elle qui avait formé George Sand. Et George Sand dit que par son père, Maurice Dupin de Franqueuil, elle descend d'ascendance aristocratique, et par sa mère, eh bien du peuple. Sa mère, c'était Victoire de la Borde, mais en un seul mot, tout à fait plébéienne. Hein. Donc, voilà, ces séjours dans cette maison qui l'a hérité de sa grand-mère, qui est décédée, et où ils vont passer les étés. Donc, c'est là beaucoup de souvenirs, beaucoup de compositions. C'est vraiment, je dirais, presque un temple hein, pour Chopin. Vous voyez les jardins, il y a un jardin à l'anglaise, il y a un jardin avec des parterres, et la bergerie qui est le lieu des concerts. Magnifique d'ailleurs, elle a été aménagée, il y a une acoustique excellente. Voilà, et quel pianiste spécialiste de Chopin est l'actuel directeur du festival de Nohant? Vous voyez là son portrait, qui le reconnaît? Une petite idée? Ah, ça serait plus compliqué. Mais vraiment, il a enregistré. Et vous savez qu'il a enregistré quelque chose de passionnant, des morceaux de Chopin sur des pianos Pleyel. Et ils ont même acquis, par souscription, on a versé des petites oboles, par souscription, un Pleyel qui a été restauré, qui sert pour les concerts. Et il a aussi fait des enregistrements sur Pleyel et sur Erard, que Chopin utilisait aussi. Vous savez qu'il disait que quand il était fatigué, il préférait un Erard, c'était plus facile, mais sinon, il préférait Pleyel, qui avait toutes les subtilités, les finesses. Hein. Donc, alors Claire, on a introduit une petite, Yves Henry, bravo, on a introduit une petite nouveauté, hein, parce qu'on allait à Bourges, ça faisait une journée un peu chargée, et puis après tout, hein, il ne faut pas toujours faire la même chose. S'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait il y a quelques années et qui veulent revenir, donc on a mis Gargilès. Donc, évidemment, c'est une région que George Sand parcourait, qu'elle connaissait bien. C'est une région médiévale importante. Voici ici l'affiche, vous voyez, avec Joseph Mogg et Sophia Liu. Je vais vous parler. Donc ce Berry dont George Sand a exalté les traditions, vous savez que c'est la première ethnologue, hein, véritablement. Et d'ailleurs, vous savez que quand elle écrivait, elle avait conscience que c'était un monde qui disparaissait. Le chemin de fer allait faire disparaître, par exemple, toutes ces traditions. Et c'est vrai qu'il reste plus grand-chose, hein, des repas au coin du feu où l'on se racontait des légendes locales, etc. Mais bon, alors on ira dans la magnifique abbaye cistercienne de Noirlac, qui est une des plus belles abbayes cisterciennes conservées. Vous voyez, elle a l'état extraordinaire. Voilà l'abbatiale, le chevet de l'abbatiale, on est à l'arrière. Le cloître, on découvre là. Donc oui, un ensemble exceptionnel. Et puis il y a beaucoup d'autres monuments. Bon, j'ai pris comme ça Neuvy-Saint-Sépulcre, hein, qui est un Saint-Sépulcre du XIe siècle, donc une construction circulaire. Et Gargilès, donc nouveauté 2025, vous voyez l'église Saint-Laurent et Notre-Dame, et on a même donc une église romane fort intéressante, il y a des peintures, il y a une crypte avec des peintures 13e, 15e, 16e siècle, vous voyez ici. Un des très beaux chapiteaux de l'église, un vieillard de l'Apocalypse, et une peinture de la crypte, et vous voyez d'ailleurs
avec celui qui tire les chevaux et qui est appelé galopin. On en a beaucoup parlé de ça, des galopins. Voilà, puis il y a aussi la maison de George Sand à Gargilès. Donc, bon, on essaye de faire varier un petit peu les programmes. Bon, évidemment, il y a des incontournables. On ne peut pas aller en Berry sans voir Noirlac. Mais après tout, pourquoi aussi laisser Gargilès? Donc, voilà, on essaiera de faire un petit peu de variante. Donc, si vous voulez revenir, vous pourrez découvrir Gargilès. Alors, les concerts. Sophia Liu. Donc, elle a commencé à 4 ans. Hein. Que de petits prodiges aujourd'hui. Les concours internationaux à 5 ans. C'est une pianiste canadienne d'origine chinoise et elle a aujourd'hui 17 ans. Son professeur dit c'est une musicienne prodige. Hein. Elle est vraiment tout à fait étonnante. Hein. Sophia Liu, donc sino-canadienne, on peut dire, et elle a remporté le concours Chopin de Hartford, de Philadelphie, de Hangzhou et bien d'autres. Elle est née donc à Shanghai en 2008, le 10 octobre 2008. À 2 ans, elle émigre au Japon. Et 5 ans plus tard, elle s'établit au Canada et elle vit à Montréal. Donc, oui, un petit prodige. Bien, on va l'écouter peut-être. Hein. Alors, vous voyez le programme, donc Tchaïkovski, Pletnev, suite de Casse-Noisette, Liszt, sonnet de Pétrarque, réminiscence de Don Giovanni, et bien sûr Chopin. Il y a toujours du Chopin, les 4 mazurkas, Andante Spianato, et la grande polonaise brillante, les variations sur le Lacidarem Lamano, qui sont antérieures d'ailleurs, hein, qui sont début des compositions de Chopin. On écoute un petit peu Sophia Liu, 10 ans, hein, à 10 ans, jouant donc des études de Chopin. Un petit plaisir rapide, vous allez voir, c'est étonnant. Elles sont tellement douées. On va en voir d'autres, hein, petits prodiges. Prodigieuse virtuosité. Bon, il faut dire qu'elle était jeune et déjà extrêmement virtuose, et puis elle a acquis plus de maturité. Elle avait 10 ans, mais bon, c'est déjà une virtuosité hors du commun. Alors, voilà. Ah, je vois aussi Jean-Yves Clément, mais vous avez raison, il est aussi directeur du festival de Nohant, hein, donc, directeur artistique aussi. Et Jean-Yves Clément, d'ailleurs, a monté son propre festival pas très loin, le festival de Châteauroux, l'Histomania, qu'on aimerait bien faire un jour, mais c'est compliqué, il faut bien dire. Parce que bon, c'est un festival qui a lieu, je crois, en octobre. Mais bon, peut-être qu'on relancera ça, on essaiera
Et puis, il faut trouver autour de Châteauroux, c'est pas si évident, mais pourquoi pas. On verra bien. Qu'en penses-tu, Claire? On Oui, pourrait. oui, pourquoi pas, oui, un jour. On avait essayé, mais bon, ça n'avait pas été. Mais bon, n'hésitez pas si vous avez des idées comme ça. Mais il faut qu'on ait plusieurs. Hein. Et si on a 20 personnes, 30 personnes qui nous disent ah, on voudrait bien faire ça, ça peut nous orienter aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident de choisir. Donc n'hésitez pas, vous faites un petit mot intermède et ça sera transmis. Hein. Il y a un hôtel qui est sympathique hein, aussi. Un hôtel qui se trouve à quelques distances, on va dire pas très loin de la Châtre, hein, parce qu'évidemment, il faut aller au domaine de Nohant pour les concerts tous les soirs. Vous voyez, c'est Auditorium Frédéric Chopin. Moi, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on le prend, cet hôtel. Bon, il a du charme, il est en pleine nature. Voilà, donc Joseph Mogg. Alors Joseph Mogg, vous voyez, il est né en 1987, c'est un Allemand à Ludwigshafen, pianiste et compositeur. Et il compose beaucoup. Il a commencé le piano à 4 ans, lui aussi, une famille de musiciens professionnels. On dit il a des moyens infinis, vous voyez, dans Revue classique Heute 2010, Mogg compte parmi les interprètes les plus intéressants de sa génération, les phénomènes les plus marquants de la vie musicale contemporaine. Et il aura un programme, vous voyez, qui alterne Chopin et Liszt, avec en particulier de Chopin Scherzo, et Liszt, ballade, polonaise, ballade, et donc les 4 scherzi, plutôt au pluriel, de Chopin. Et Martin Kasic, il pavonnait Martin Kasic, vous voyez, né en 1976, c'est un pianiste tchèque qui a commencé à 4 ans aussi. Maintenant, on finira par commencer à 2 ans, à 1 an, mais c'est Martin Kasic, une fluidité ingénieuse, de la fluidité, donc technique ingénieuse, fluidité, sens aigu des couleurs et de l'intelligence. Avec un programme, balade numéro 1 de Chopin en sol mineur, numéro 3. Alors par exemple, la balade numéro 3, il l'a composée à Nohant, justement. Donc vous voyez, c'est aussi l'intérêt. Et d'ailleurs, je vous dirais que j'y vais depuis longtemps. Quand les musiciens interprètent Chopin là, ils sont émus. Hein. Je me souviens l'année dernière, il y avait d'ailleurs un remarquable pianiste canadien d'origine asiatique aussi. Je discutais un peu avec lui, c'est la première fois qu'il venait là, et il vivait absolument Chopin. C'était d'ailleurs sublime. Il avait eu un prix sur piano ancien, et il a joué sur le Pleyel. C'était prodigieux, véritablement. D'ailleurs, je pense qu'il y aura peut-être aussi des pièces sur le Pleyel ancien. Ils le font maintenant systématiquement. Donc, on va écouter par Bruce Liu, justement le début de la balade numéro 3 pour rêver un petit peu à ces compositions que Chopin faisait là dans les étés de Nohant. Juste un court extrait.
Voilà un court extrait, donc c'est beaucoup plus long. Et il y a d'ailleurs un ensemble avec, puisque vous voyez, il y aura un trio pour piano et cordes, un quintet de Zarebski, et donc Chopin, trio pour piano et cordes en sol mineur. Et c'est un ensemble qui s'appelle Il Pavone, ça veut dire le pont en italien, et le pont, symbole très ancien, associé à la paix, l'harmonie, mais aussi l'immortalité. Vous savez, c'était l'animal de la déesse Junon. Et c'est un ensemble qui a été fondé récemment, en 2024, à l'initiative d'un violoncelliste, Thibaut Reznicek, donc collectif de musiciens connus, importants. Voilà, donc, si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas, des questions pratiques, pour Claire, des questions musicales, non? Bon. Eh bien, on va continuer en France, et on va partir, cette fois sur les traces, non pas d'un compositeur, encore que c'était aussi un compositeur, mais d'un très grand interprète, Pablo Casals. Pablo Casals à Prades. C'est toujours curieux pourquoi il a été se mettre à Prades, Pablo Casals. Vous savez qu'il avait fait une carrière fulgurante, surtout après la Première Guerre mondiale. Il faisait partie de ce qu'on appelait la jet set, il se produisait partout. Et puis, eh bien, il y a ce dernier concert de Casals en Espagne, au théâtre du Liceu de Barcelone, le 19 octobre 1938. Et ensuite, Casals, eh bien, s'exile. Pourquoi à Prades? Mais parce que c'est tout près de la frontière d'Espagne, mais ça n'est pas en Espagne. Et c'est un adversaire acharné du franquisme, des fascismes. Et donc, il va marquer ainsi, d'abord, il est en désaccord total, mais il marquera aussi, après la guerre, sa réprobation sur le fait qu'en 1945, Mussolini, Hitler, bien sûr, ont été chassés, tués, et que Franco, lui, est toujours au pouvoir en Espagne. Et donc, il va devenir muet, en quelque sorte, et il est là, à Prades. On va voir quelques images, et oh, ben très bien, vous avez répondu avant que j'ai le temps de poser la question. C'est en 1950 que ses amis vont organiser le premier festival de Prades. Donc, il n'a pas pu refuser. Pourquoi? Mais parce que vous savez que c'était un grand admirateur de Johann Sebastian Bach. Il avait redécouvert les 6 suites pour violoncelle, qu'il les a interprétées. Donc, il les avait découvertes à Barcelone. Il les jouait au Café Tost, où il avait commencé sa carrière, en quelque sorte, enfin, à être un peu connu. Et puis, pour financer ses études. Et donc, ses amis lui disent, voilà, c'est le bicentenaire de la mort de Bach, il faut donc se produire, et ils vont tous venir à Prades, et lui jouera aussi, voyez. Alors voici quelques images, vous voyez, donc là, la retirada, la frontière franco-espagnole, janvier 1939, on connaît la tragédie, le camp de Rivesaltes, etc. Et d'ailleurs, il a aidé beaucoup les réfugiés, il leur a versé de l'argent, on a des listes d'argent qu'il a donné à chacun, enfin, c'était vraiment quelqu'un de très actif, un humaniste, d'ailleurs, il a eu même prix de l'UNESCO pour aussi cette dimension, pas que la dimension artistique. Et vous voyez qu'à Molich, à Prades, il va résider, donc après avoir quitté l'Espagne franquiste. Vous le voyez là, d'ailleurs, avec les paysans catalans du coin, donc, mais aussi la Villa Colette, où il réside quelque temps. Le voilà aussi en train de composer, donc, durant cette période. Il va faire une composition El Pesebre, et donc, vous voyez ici la crèche, ça signifie la crèche, sur un poème de Alavedra. Pau Casals, vous voyez, le silence. Silence qui sera rompu pour ce festival Pablo Casals, vous voyez, le premier festival de Prades, on est en 1950. Vous voyez ici, Casals se jouant devant le retable Saint-Pierre de Prades, à gauche, et l'église de Prades, le 2 juin 1950, le premier festival. Et aussi, en 1950, ils se sont produits dans l'abbaye Saint-Michel de Couchat, qui était alors en ruine. Alors, je vous rassure, les concerts ont lieu là-bas, mais depuis, ça a retrouvé un toit quand même, parce que c'est dans un drôle d'état, c'est assez épouvantable. Et d'ailleurs, vous voyez, on était obligé de jouer dans les premières travées de nef, parce que c'est les seuls qui avaient encore un semblant de couverture. Donc, voilà, ça a été
entièrement restauré. Vous voyez ici un festival de Prades de 1953. Casals restera longtemps à la tête du festival de Prades, puis comme vous savez, il partira et il fera un festival d'ailleurs à Porto Rico où il est mort, puisqu'il est allé avec sa jeune élève Marta Matita. Donc, Clara Askill au piano, je vois. comment? Clara Askill au piano. Ah oui, 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 c'est extraordinaire. Hein. Et Tortelier qui était là, bon, violoncelle Pablo Casals, Tortelier. Ah oui, 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 c'était des grands noms. Serkin aussi, Orzowski, Istomin, enfin bon, c'est assez fabuleux de voir les noms qui sont venus. Et le festival avait été repris pendant plusieurs décennies par Michel Letiec, hein, qui a été directeur du festival avec son épouse Françoise. Ils avaient monté des masterclass. Il durait longtemps d'ailleurs le festival. Ils avaient fait énormément de choses. Bon, et puis il y a 3 ans, ça a changé. Donc, il y a un nouveau directeur. Du coup, ça dure beaucoup moins longtemps. Ils ont laissé les masterclass. Mais bon, ils invitent encore des têtes de liste. Donc, c'est Pierre Bleuze, vous voyez, qui a été d'ailleurs chef d'orchestre de l'orchestre du Capitole de Toulouse, qui a repris. Alors voilà, ça sera ce circuit Roussillon-Roman, Festival Pablo Casals. Alors, vous voyez les noms, Gauthier Capuçon, Christian Zacharias, Bertrand Chamaillou, bon, programmation exceptionnelle, hein, et d'autres, hein. Fauchneret, Audrey Vigoureux et Victor-Julien Laferrière. Donc des concerts. Et d'ailleurs, il y a 3 concerts, plus une matinée aussi. Et puis, bien sûr, on découvre des monastères, des abbayes romanes exceptionnelles. Vous savez, le Roussillon-Roman, c'est une région. Vous avez à la fois le paysage qui se mêle à l'architecture, et aussi, vous avez un hôtel hors du commun. Alors, voyez, voilà l'affiche. Hein, donc, vous voyez. Il y a Bertrand Chamaillot, Alexandra Konunova, Gauthier Capuçon et bien sûr Pierre Bleuze, qui ne manque pas de se représenter sur l'affiche. Alors notre hôtel, il est extraordinaire. Hein. C'est un hôtel où est descendu Pablo Casals, il y a les mêmes en cure. C'est le grand hôtel des Thermes à Molich. Vous voyez ce paysage véritablement en pleine nature. Bon, les constructions modernes, mais c'est parce que c'est des thermes. Hein. Mais vous avez tout le corps de bâtiment ancien, vous voyez ce qu'on voit de la fenêtre, hein, qu'on découvre le matin. Donc un style chic des années 50, c'est d'ailleurs leur présentation, je l'ai reprise, mais après tout, ils le présentent très bien eux-mêmes. Hein. Donc des chambres lumineuses tendues de toiles du soleil ont des accents méditerranéens. Et le piano, dans le grand salon, c'est celui de Pablo Casals. Hein. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de l'essayer un peu. Il venait là en cure, et c'est là où il a orchestré le chant des oiseaux, qui est un chant traditionnel catalan, il cant del ocell, et il en a fait cette célèbre orchestration, et on entend d'ailleurs le chant des oiseaux au carillon, et ils ont fait un restaurant dans le style, restaurant d'ailleurs, cuisine, vous voyez, à la fois traditionnelle, bonne, mais aussi diététique, c'est la cuisine Michel Guérard, qui avait épousé d'ailleurs l'héritière de la chaîne thermale du Soleil. Donc, c'était évidemment une union très bénéfique, à la fois donc saine et gastronomique. Il est beau cet hôtel, hein, vraiment, vous voyez. Un excellent choix. Ah bon, il faut faire l'aller-retour, mais c'est pas très loin. Et puis bon, après tout, ça a un certain charme aussi. Voilà. Alors, quelques moments forts des visites. Je passe rapidement, le temps file. Hein. La cathédrale et le cloître d'Elne, vous voyez, une cathédrale au XIe, XIIe siècle, avec ce chevet d'ailleurs. Vous voyez qu'à l'arrière, on avait commencé à reconstruire au XIVe siècle un nouveau chevet. On le voit, il y a une chapelle rayonnante, et puis ça a été abandonné. Il y a un très beau cloître avec des sculptures. Saint-Martin du Canigou, alors là, une position, vous voyez, cette abbaye qui est juchée sur un promontoire rocheux. Saint-Michel de Couchat, le lieu des concerts, vous noterez que ça a changé hein, quand même l'église. Hein. Ils ont couvert, refait, et c'est une église qui est autour de l'an 1000, hein, fin 10e, début 11e siècle. Le cloître, dont une partie est aux États-Unis, on n'a pas pu le récupérer, mais je vous expliquerai tout ça si nous y allons ensemble. Vous voyez ici les concerts à l'intérieur. Puis il y a d'autres merveilles, Cérabonne avec sa tribune que vous voyez ici, par exemple, donc 12e siècle, c'est un des monuments les plus célèbres de la région, tribune sculptée.
Et bien sûr, on ira à Perpignan, la cathédrale Saint-Jean de Perpignan, vous voyez, ce gothique de la fin du Moyen-Âge avec des espaces très ouverts, donc pas mal d'œuvres intéressantes, retables, etc. Et le musée Hyacinthe Rigaud à Perpignan, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous mettre le portrait du cardinal de Bouillon qui, en toute modestie, s'est fait représenter là avec le marteau parce qu'il avait remplacé le pape qui était malade, il avait ouvert la porte sainte et il s'est senti heureux comme un pape. Vous le voyez ici avec les médailles frappées à son effigie, etc. C'est un énorme tableau qui se trouve au musée de Rigaud. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et il y a aussi des fonds contemporains. Alors, qu'est-ce que nous entendrons là-bas? Gauthier Capuçon, l'orchestre de chambre du festival Pablo Casals. Donc, le violoncelliste, l'un des deux frères, Gauthier, avec l'orchestre de chambre du festival Pablo Casals et Pierre Bleuze sur la direction. Donc, Elgar, concerto pour violoncelle, et Tchaïkovski, la symphonie numéro 4. Alors, un petit plaisir pour écouter le remarquable Gauthier Capuçon, il est très très bien. Et donc, on va écouter un court extrait du Cygne de Saint-Saëns. Bon, c'est tellement connu, mais bon, l'écouter par lui. Voilà, un petit extrait. Bon, il est comme le cygne, il sait qu'il est beau, véritablement. C'est Béatrice d'ailleurs qui a trouvé ce bel extrait, donc en cherchant, en grattant sur YouTube. Et c'est vrai que bon, c'est très esthétique. En plus, lui, il joue pas dans le désert, mais il joue du violoncelle au sommet des montagnes. Plane très haut. Oui, Béatrice. Oui, Gauthier Capuçon, vous savez qu'il est né en 81, donc bon, maintenant, ça lui fait plus de 40 ans. Bon, toujours très, très beau, très. Et il a le souci de la transmission et il veut aider les jeunes violoncellistes talentueux. Il a créé une place d'excellence de violoncelle pour promouvoir 6 violoncellistes de talent du monde entier sur audition. C'est vraiment, on va dire, un ambassadeur du violoncelle. Vous savez, il y a des noms qui marquent, Pablo Casals en son temps, et on en a eu d'autres. Mais aujourd'hui, comment? Oui. Dupré, évidemment. Oui, ah bah oui, puis en plus elle est morte très tôt, elle, Jacqueline Dupré. Et puis bien d'autres. Il y avait aussi, comment il s'appelle? Le très célèbre, qui est d'ailleurs enterré à Moscou, russe. J'ai des trous de mémoire.
Ça tombe à Novodevichy. Oh, il était hyper connu, j'ai oublié. C'est une nouvelle question pour le quiz, ça. Ah oui, mais sauf que je sais pas y répondre. Citez 5 grands violoncellistes. Ah, on a des trous de mémoire. Ah, pourtant, il est tellement connu, mais... Béatrice, une idée? Oui, Rostropovitch, merci, merci, bravo Catherine. Vous avez gagné le quiz que même moi je ne connaissais plus. J'ai des trous de mémoire maintenant. Que vous voulez. Le temps passe. En tout cas, et alors donc Pierre Bleuze, depuis 2023, directeur du festival, vous le voyez là, donc il est responsable de l'ensemble intercontemporain. Et d'ailleurs, oui, l'ensemble intercontemporain, depuis 2023, je crois que c'est 22 pour le festival de Prades, hein, il me semble. Hein. Donc, il est aussi chef principal de l'Orchestre symphonique d'Odense et directeur du festival Pablo Casals. Non, je vérifie, là, je l'avais noté depuis 2021 même, vous voyez. Ça fait 4 ans que Michel Letiec est parti. Alors, vous aurez aussi Pierre Foucheneret, Victor Julien Laferrière, Audrey Vigoureux, vous voyez, les voici, dans un programme Schubert, nocturne pour piano et cordes, Beethoven, le trio des esprits, Shostakovich, le trio pour piano et cordes, et Maurice Ravel, trio pour piano en la mineur. Hein. Victor Julien Laferrière, lui aussi c'est un 40, enfin bon, il n'a pas encore 40, je crois qu'il est né en 90 à Paris, et c'est un violoncelliste qui a eu d'ailleurs le prix Reine-Élisabeth de Belgique en 2017, hein, et donc très talentueux. Et voilà, vous voyez aussi donc la pianiste Audrey Vigoureux qu'on entend maintenant de plus en plus aussi. Bon, je passe un peu, le temps passe. Hein. Je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Alors, vous avez Alexandra Konunova et Christian Zacharias, violon et piano, dans un programme Schubert, sonatine pour violon et piano, Mozart, sonate pour violon et piano, donc 2 sonates, et Schubert, un duo pour violon et piano. Et alors, la question, d'où est originaire Alexandra Konunova? On en parle de plus en plus, elle est jeune hein, aussi, enfin bon, pas très jeune, mais quand même, elle fait partie de la jeune génération, et d'où elle est originaire. C'est l'occasion d'ailleurs de la découvrir. Oh bravo, Moldavie. Très très fort. Alors là, très très fort. En effet, elle est née en 1988 à Chisinau, en Moldavie. Son jeu est aussi fabuleux, la fluidité chaude et facile de ses virtuosités, sa gamme d'articulations et de couleurs et d'ombres, la spontanéité subtile, la mise en forme naturelle, gramophone. Elle a eu toute une série de prix. Hein. Joseph Joachim, le violoniste, qui est donc, on a un prix à Hanovre, lauréate du concours Tchaïkovski, du 15e concours Tchaïkovski de Moscou et bien d'autres. Hein. Donc vraiment, elle est saluée par la critique et elle s'est produite avec les plus grands orchestres internationaux. En plus, vous voyez qu'elle est très photogénique. Et Bertrand Chamaillou, incontournable. Hein. Il est né en 1980 à Toulouse. Hein. Il se produit d'ailleurs très souvent à la Roque d'Enterron aussi. C'est un pianiste multiple, chambriste, mais aussi défenseur de la musique contemporaine. Hein. Et voyez qu'il a choisi d'ailleurs Ravel, intégrale pour piano, miroir, Gaspard de la nuit, valse noble et sentimentale, sérénade grotesque, jeu d'eau, pavane pour une infante défunte, le tombeau de Couperin, donc des morceaux de Ravel très connus. Et on va écouter un court extrait de Bertrand Chamaillou. Juste le début hein, d'un concerto de Beethoven, piano avec l'orchestre de chambre de
Bon, vous aurez reconnu, c'était pas Bertrand Chavaillou, c'était Christian Zacharias. Tiens, pourquoi je l'ai mis là? Sans doute parce que je me suis trompé et je voulais le mettre ici, ce qui était plus logique puisque vous entendrez Christian Zacharias. Hein. Mais bon, ce qui est intéressant aussi, vous avez vu, Christian Zacharias, c'est bien, qui est d'ailleurs plus âgé, hein, vous savez que lui, il est né en 1950, hein, il a commencé sa carrière de pianiste dans les années 70, et ce qui est intéressant, c'est que depuis 92, il est aussi chef d'orchestre, et vous avez vu qu'il fait les deux, il dirige et il joue. Ce qui se fait beaucoup d'ailleurs dans la musique ancienne, hein. Claveciniste qui dirige, ça c'est tout à fait classique. Voilà, donc j'aurais dû le mettre un peu avant, désolé, mais ça nous clôt ce séjour à Prades. Avez-vous des questions sur le séjour à Prades? Non? En tout cas, c'est un très beau séjour. Ça fait longtemps, très longtemps que je le fais comme les autres et je crois que tout le monde revient content. Bon, on termine avec Colmar alors. Alors, le festival de Colmar. Bon, c'est entre musique française et allemande, c'est une fondation de Karl Munchinger, vous voyez, le célèbre chef d'orchestre 1915-1990, une photo de 1968, et il l'a créé en 79. Donc, et c'est un pont finalement entre la musique française et la musique allemande. Et j'en profite pour vous poser ma petite question, quelle œuvre baroque allemande des années 1680, très célèbre, c'est un contrepoint, hein, c'est important. Karl Munchinger a-t-il fait redécouvrir dans un enregistrement de l'orchestre de chambre de Stuttgart en 1960. Et Jean-François Paillard a fait en même temps un enregistrement rival très populaire aussi. On a redécouvert une œuvre que vous connaissez tous. Non, c'est pas l'Adagio d'Albinoni, ça en plus, c'est un pastiche. C'est une pastiche, justement, d'un musicologue. Mais c'est, d'ailleurs c'est un Allemand, Albinoni était un Italien. Ah, c'est plus dur là. Un contrepoint. Ah, je vois qu'il y a des idées. Le canon de Pachelbel, bravo. Oh, vous l'avez trouvé. Oui, c'est exactement le canon de Pachelbel. Pachelbel qui était un musicien allemand. Et le canon, vous savez, c'est faire entrer les voix justement les unes après les autres. C'est l'art du contrepoint. Le contrepoint, c'est exactement ça. Bon, eh bien, bravo. Alors, à partir de 1989, le chef est un Russe, Vladimir Spivakov. C'est un violoniste et chef d'orchestre très célèbre qui développe le festival, et donc ça devient un dialogue entre la musique française, allemande et russe. Et donc, il rend hommage à un musicien chaque année, vous voyez, qui a marqué l'histoire de la musique. Alors, il faut bien dire que Spivakov avait approuvé l'annexion de la Crimée. Après, bon, il y a eu la guerre tragique, qui est encore en cours malheureusement. Bon, il semble qu'il ait quand même désapprouvé la guerre, mais en tout cas, les rapports étaient devenus compliqués parce que vous avez des musiciens d'origine russe hein, qui sont établis depuis très longtemps en Occident, donc là, il n'y a pas de souci, comme Grigory Sokolov, par exemple, un monstre sacré qui est né à Leningrad, mais il vit à l'ouest, parce que maintenant on peut à nouveau parler d'est et d'ouest, comme dans ma jeunesse, passer à l'ouest. Donc, du coup, il y a un nouveau directeur depuis 2022, Alain Altinoglu, qui est d'une famille d'ailleurs turque, hein, mais d'origine arménienne, hein, et se sont installés, et 2 ans après, il est né en 1975 à Paris, vous le voyez ici, donc très bon chef d'orchestre, qui dirige le festival actuellement et le fait vivre. Bon, évidemment, c'est une région magnifique. Vous voyez l'église Saint-Matthieu, qui est un des principaux lieux pour les concerts. Et c'est Véronique Boquet, Béatrice que tu connais bien, elle est musicologue aussi, violoniste, je crois, hein, c'est ça? Je ne sais plus. Alors, Véronique, en fait, est pianiste et altiste. Et elle enseigne au conservatoire et en même temps, elle a un DEA d'histoire de l'art. Donc, double casquette, historienne de l'art et musicienne.
En plus, elle est très sympathique, on la connaît. Oui, très sympa. Donc, vous aurez 3 concerts hein, donc, que je vais vous présenter. Et puis, c'est l'occasion de découvrir Colmar, Sélestat, bon, le célèbre retable du musée Unterlinden, l'église des Dominicains, et Claire, d'ailleurs, qui veut aussi ouvrir un petit peu, mettre des instants un peu plus, comment dirais-je, festifs, peut-être moins austères, a prévu, je crois, une dégustation de vin, c'est ça, le vin d'Alsace. C'est une bonne. Oui, oui, c'est un classique dans la région. Oui, absolument. Et oui. Ça serait scandaleux d'aller dans la région et de ne pas en goûter. Bah, on s'est posé la question aussi pour la Bourgogne, hein, dégustation de vin ou pas, parce que là, c'était un programme très chargé, donc ça manque de temps, mais c'est vrai que bah, il faut aussi des respirations, hein, ça c'est clair. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre opinion là-dessus. Est-ce qu'on doit faire plus de moments, on va dire, voilà, de détente, de découverte, on va dire, du patrimoine, non pas historique ou artistique, mais ethnographique, gustatif, gastronomique. N'hésitez pas, hein, vous savez, on est toujours très friand, si je puis dire, quand on parle de gastronomie, de vos suggestions. Ça, véritablement, il ne faut pas hésiter, vous faites un petit mot et ça aide à y voir clair. Et puis surtout, vous pouvez donner des idées. Dans telle région, on pourrait faire telle chose. Alors, bah, voyons un petit peu, vous avez ici par exemple le quai de la Poissonnerie à Colmar, bon, c'est une ville absolument magnifique, vous voyez ici le Kaiserberg. Et puis alors l'extraordinaire retable qui à lui seul justifie le voyage pratiquement. Donc Grunewald, Mathis Gotthard Nittard, Mathieu Grunewald comme on l'appelle, donc au début du XVIe siècle, Nicolas de Haguenau, cité à Strasbourg d'ailleurs, pour ce retable, donc 1512-1516, très grande dimension comme vous voyez, plus de 3 mètres sur plus de 6 mètres. Et là, c'est le retable fermé. Bon, je ne vais pas vous le commenter, on n'a pas le temps, quoique j'aimerais bien, il est tellement beau. Vous voyez ici, retable ouvert avec l'Annonciation. Donc, les premiers volets, hein, puisque vous avez plusieurs volets, et les deuxièmes volets, et là, avec d'ailleurs la tentation de Saint-Antoine, etc., et la partie sculptée du centre, donc, fabuleuse œuvre, le cloître du musée Unterlinden, et aussi l'église des Dominicains. C'est une église du XIIIe siècle, vous savez, qui illustre parfaitement l'austérité voulue par les Dominicains. Regardez, muralité. Les supports ne retombent pas, les ogives sont accrochées à des consoles, les murs sont omniprésents, les baies sont étroites. C'est vraiment l'esthétique austère voulue par les Dominicains. Vous savez que leur tout premier couvent était en bois, hein, par souci d'humilité. Hein. Donc, ce sont d'ailleurs ceux qu'on appelle les ordres mendiants, hein, dont font partie les Dominicains, et qui d'ailleurs sont inspirés pour leur esthétique des cisterciens. Mais bon, partons pas là-dessus, ça serait un peu long. Mais vous voyez cette œuvre aussi fabuleuse, c'est le retable de Martin Schongauer, La Vierge au buisson de rose de 1473. Alors, ça aussi, c'est une œuvre exceptionnelle à découvrir. On ira à la bibliothèque humaniste de Sélestat aussi, vous voyez, vase grec, livres, etc. C'est exceptionnel. Bibliothèque de ce type-là. Et enfin, bien les concerts avec d'abord Yuya Wang, un phénomène virtuose à Colmar. Donc c'est même qu'ils l'ont intitulé comme ça. En plus, Béatrice, hein, c'est toi qui me faisais remarquer qu'elle aimait beaucoup, comment dirais-je, les tenues un petit peu... Bah, qui mettent en valeur sa silhouette. Ah oui, elle a une jolie plastique, hein, vous voyez, donc je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre cette photo en haut. L'autre, enfin, est toujours très élégante et dans ses concerts, elle a toujours des robes très courtes. Bon. Elle les porte bien. Elle les porte bien, oui, absolument. Elle peut se permettre, comme on dit. C'est ça. Donc, c'est une pianiste chinoise, vous voyez, Yuya Wang, mondialement reconnue. Virtuosité technique, un jeu spontané, audacieux. Donc, c'était une famille de musiciens de Pékin. Hein. Elle a commencé le piano en Chine à l'âge de 6 ans. Et ensuite, eh bien, elle a quitté la Chine pour le Canada. Et ensuite, Philadelphie, les États-Unis, au Curtis Institute of Music.
Et en 2007, elle remplace Martha Argerich. Vous savez qu'elle se fait souvent remplacer. Martha Argerich, c'est une chance de l'avoir, c'est pas toujours. Et donc, elle la remplace avec le Boston Symphony Orchestra en tant que soliste, alors qu'elle a 20 ans et qu'elle est encore étudiante au Curtis. Et finalement, donc, elle se produit dans le concerto numéro 1 de Tchaïkovski, celui-là même qu'elle va interpréter. Et bon, succès tout à fait remarquable. Et elle joue un répertoire très vaste, du baroque à la musique contemporaine. Bon, on va l'écouter un petit peu quand même, il faut la découvrir. Dans une œuvre de Philip Glass, et effectivement, ça montre bien qu'elle s'intéresse à la musique contemporaine, encore que Philip Glass pas les plus audacieux dans les dissonances, mais fait des œuvres très intéressantes. Donc, étude pour piano numéro 6, écoutons Yuya Wang, le phénomène. Voilà. Eh bien, bon, vous voyez, c'est la robe d'Enterron, bien entendu. Jolie robe. Roque d'Enterron que nous proposons également dans le catalogue de voyages musicaux. Exactement, j'allais le dire. C'est Pardon. quand d'ailleurs, Claire? Alors, non, mais si. Je redonne la date. Attends, je vérifie parce qu'on a tellement de voyages. Et oui, on en a choisi 5 là, un petit peu, parce que bon, on pouvait pas vous... Il fallait bien choisir. Bah oui, sinon on y serait à 11 heures. Voilà, on a un départ donc le 30 juillet aussi pour la Roque d'Enterron. Donc avec Renaud Capuçon, Nicolas Louganski et Bertrand Chamaillot également. Oh, sacré beau programme. Et oui. C'est avec qui? Barbara? Avec Barbara, oui, qui connaît Barbara Le Pécheux, elle est de là-bas en plus. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est. Je l'ai fait pendant très longtemps d'ailleurs, mais bon, comme vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai un peu diminué les activités pour raison de santé, et puis on vieillit.
Donc, mais Ah, j'aimais c'est toi qui bien, l'avais conçu ce programme, hein. C'est là où il y a les 3 abbayes sœurs, hein. c'est C'est vrai. Nantes, Sylvacane et Toronnet. Et en plus, c'est pour vous dire quand même qu'on allège parce que c'était dur. Je sais pas si tu te souviens, Claire, mais dans le voyage que j'avais conçu, j'avais été optimiste, j'avais mis en plus Saint-Maximin, on allait à La Saint-Maximin, voilà, Sainte-Baume, la oui, Sainte-Baume, la oui. Madeleine, là, c'était... Mais bon, ça faisait vraiment trop, donc maintenant on est autour d'Aix-en-Provence, Oui, avec d'ailleurs le musée du Vieil-Aix et bien sûr la cathédrale et le cloître, et puis on fait 3 abbayes cisterciennes. oui, oui. Alors, il n'y a pas le musée du Vieil-Aix cette année. On a gardé Gramet parce que bon, il y a des collections Et il y a pléthoriques et des Granit, bien sûr. expos cette année, notamment autour de Cézanne. On a effectivement léger un petit peu et puis on tournicote un peu autour d'Aix. Voilà. Oh oui, c'est un beau circuit, hein. Ah, de toute façon, il y en a d'autres, hein. Il y a l'Auvergne Mmh, aussi, tout à fait, que je fais, l'Auvergne. moi Mmh, d'ailleurs, avec le Festival de la Chaise-Dieu. Il y a mmh, Rocamadour aussi, je crois. absolument, oui. Mmh, Enfin bon, oui, regardez, il y en vous a beaucoup. trouverez pas mal de possibilités. Surtout que c'est des voyages courts finalement, on part en train, c'est pas les Mmh. expéditions, bon. C'est ça, c'est un parti pris d'avoir des petits séjours de 3, 4, 5 jours avec de la musique le soir et des visites culturelles en journée pour. Voilà, c'est pas trop fatigant, on n'a Voilà. pas besoin d'avoir une trentaine épanouie. C'est ni des voyages sentiers des arts randonnés, ni des voyages lointains. Bon, c'est des choses qu'on peut faire quand on veut se ménager, qu'on aime la musique et que aussi on a envie de redécouvrir. Parce que finalement, la France, on la connaît pas tant que ça pour beaucoup, hein. Il y On en a croit qui me disent, connaître. mais oui, il y en a qui me disent parfois, je suis venu là il y a 30 ans, il y a 40 Mm. ans. Mais bon, c'est beau aussi de redécouvrir. Bon, les abbayes ont peut-être pas trop changé. Normalement, Ah, il y a des restaurations quand même, hein. Tu c'est sais, il y a vrai. des sites qui ont vraiment évolué, hein. Ça, Mm. c'est parfois même assez étonnant, hein. Mm. Et vous avez aussi donc Grigory Sokolov. Alors, c'est un monstre sacré, hein, véritablement. Grigory Sokolov. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous savez que Philippe Glass, il a 88 ans, hein. Donc, c'est pas non plus un tout jeune. Et Philippe Glass, d'ailleurs, il avait lancé des courants, hein, musique minimaliste et aussi l'école répétitive. Ça, c'est vraiment. Et donc, Sokolov, alors, c'est une précision extraordinaire. Vraiment, il est né à Leningrad, je dis bien Leningrad, puisque c'était en Union soviétique en 1950, et à 16 ans, il avait remporté le concours Tchaïkovski. Il n'a le droit qu'à 4 reprises de se produire hors des frontières de l'Union soviétique entre 69 et 79, et c'est à la fin des années 80, avec la perestroïka, que, bon, il était, finalement, on le connaissait par ouï-dire dans le cercle des initiés. Pourquoi? Mais parce qu'il ne se produisait pas en Occident. Donc, bon, on savait qu'il y avait ce grand pianiste et on l'a découvert, il a rayonné en Europe, on a diffusé ses enregistrements et c'est vrai que c'est un pianiste hors du commun, avec sa précision véritablement, c'est magnifique. Et d'ailleurs, vous voyez, son programme est très éclectique parce qu'il a un programme William Byrd, donc voilà, anglais, 17e, John Come Kiss Me Now, The First Pavane, The Gaillard, etc. C'est des danses, hein. Donc c'est une musique qui n'est pas du tout évidente au piano, hein, puisque c'est au virginal, les virginalistes anglais, Byrd par exemple, et il arrive à avoir une précision. Moi-même, je vous avouerai que étant claveciniste, je ne suis pas un fan de la musique ancienne au piano. Mais Sokolov, comme d'ailleurs le regretté Glenn Gould, avait un talent qui leur permettait, quand vous écoutiez par exemple Bach par Glenn Gould, eh ben oui, ça avait de l'allure. Et même chose donc là. Et en même temps, eh bien vous avez Brahms, donc il est un peu post-romantique aux deux extrémités du spectre. Donc du coup, on va vous faire écouter un petit extrait de Rameau, les Cyclopes. Alors, interpréter Rameau, qui est vraiment claveciniste, fait des œuvres pour clavecin fabuleuses, en plus ces grands clavecins français à 2 claviers qui sonnaient véritablement. Comment il arrive à le faire au piano et c'est réussi. J'ai écouté à la Roque d'Enterron, bon je ne donnerai pas de nom, mais une pianiste qui a voulu aussi jouer des morceaux de Rameau. Pour moi c'était épouvantable. Mais lui non, lui il arrive à faire des choses extraordinaires. Donc voilà, on va vous le faire écouter.
Ce sera un petit peu d'ailleurs la conclusion, parce qu'on arrive à la fin. Les Cyclopes de Rameau. Voilà. Oui, c'est extraordinaire, hein. Véritablement, il a Quel toucher, hein? Ah oui, d'une précision, c'est. Ouais. Il arrive très bien à rendre parce que les Cyclopes, si je me souviens bien, c'est la suite en ré de Rameau des années 1720, suite pour clavecin. Et les Cyclopes, bon, c'est les forgerons des dieux. Bon, c'est pas les concerts d'enclume du Rheingold de Wagner, mais de la même façon, Rameau a voulu rendre en quelque sorte ces forgerons qui martèlent en quelque sorte, ces créatures mythologiques, martèlent le métal, les foudres. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation en l'écoutant. Et on va terminer donc avec le dernier concert, 3 artistes inspirantes. On aime beaucoup d'ailleurs inspirantes, j'espère qu'on ne manque pas d'inspiration, c'est un terme un petit peu à la mode, mais c'est vrai qu'après tout, d'abord c'est 3 femmes, hein. La chef d'orchestre Bar Avni, que vous voyez là, la chef d'orchestre Claire Gibault, donc, et puis vous avez la jeune Alexandra Dovgan. Donc il y a 2 chefs d'orchestre, vous voyez, et Alexandra Dovgan, alors là, je vais vous en dire quelques mots. Bon, il va falloir conclure de toute façon, donc je ne vais pas développer beaucoup plus. Mais Alexandra Dovgan, je voudrais vous en dire quelques mots parce que la troisième de ces femmes inspirantes, c'est encore qui, au fait? Outre sa virtuosité et son talent, qu'est-ce qui rend, j'ai oublié qui rend, la pianiste Alexandra Dovgan si célèbre? Parce qu'elle est célèbre. Je l'ai entendu d'ailleurs à plusieurs reprises. Son âge? Ah ben t'as trouvé, c'est son âge.
C'est-à-dire que c'est encore un petit génie. Elle est née en 2007 à Moscou, hein, donc c'est une Russe, et elle a déjà remporté 5 concours internationaux, joué dans les grandes salles les plus prestigieuses, on l'a entendu d'ailleurs au Théâtre des Champs-Élysées, mais aussi à Vienne, au Concertgebouw, à Berlin, au Victoria. Et c'est vraiment, elle a été soutenue, et c'est la petite protégée de Grigory Sokolov, justement, hein. Et son répertoire, là encore, c'est de Bach à Rachmaninov, Mozart, Chopin. Elle est d'une famille de musiciens, elle a commencé, mais très très tôt, à 5 ans, elle était admise à la prestigieuse école de musique de Moscou. Et donc, elle a fait très très vite. Et à cette époque-là, bon, bah, voilà, c'était possible de naviguer entre, on va dire, Moscou et l'Occident. Donc, en parallèle, elle est au conservatoire de Malaga en Espagne. Et dès 2016, elle multiplie les concours internationaux. À 11 ans, elle remporte le prix, comment il s'appelait, Grand Piano Competition, vous voyez, donc un jeu clair avec un phrasé raffiné, perlé, ben, comme Sokolov, hein. Donc voilà. Et c'est Sokolov d'ailleurs, attendez, j'ai pris une citation de Sokolov, la pianiste Alexandra Dovgan ne peut être qualifiée d'enfant prodige, car bien que cela soit un prodige, elle n'a pas un jeu d'enfant. Son talent est exceptionnellement harmonieux, son jeu est sincère et concentré, je lui prédis un grand avenir. Et c'est Sokolov qui dit ça. Voilà, eh bien écoutez, on va cesser justement avec le morceau de Sokolov. Peut-être avez-vous quelques questions, y compris sur le festival de Colmar. Non? Alors j'aurais dû mettre un morceau de fin, mais bon, en même temps, on en est à presque 2 heures, donc c'est peut-être raisonnable d'arrêter là. Ah, je vois peut-être une question. Merci beaucoup en tout cas Thierry pour cette riche et passionnante conférence. Merci beaucoup. Merci à Claire aussi pour sa C'est participation. ça. Merci à Claire et Béatrice. Merci à nous tous, mais aussi merci à vous d'être fidèles, de nous écouter. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous attend sur tous les circuits. Claire, tu as peut-être d'autres idées sur les circuits d'été. J'ai parlé de Rocamadour, la Chaise-Dieu. Ah, on a le Languedoc aussi. Oh, oui, on en a beaucoup. On a les concerts d'automne à Tours, parrainés par Nathalie Dessay. On a donc le Languedoc roman avec le piano jacobin. On a lancé aussi Michel Letiec, oui. là. Oui, alors justement, on parlait de Michel Letiec tout à l'heure, on va faire son festival donc dans la Loire en septembre. Un petit 3 jours dans un très joli hôtel, un petit peu excentré au milieu du verre, voilà, avec des concerts, quelque chose d'assez convivial. Mais voilà, n'hésitez pas, de toute façon, il y en a pour tous les goûts, hein. On a de la musique sacrée, de la musique profane, de la musique orchestrale, du piano, de la musique de chambre. C'est impossible que vous ne trouviez pas un festival qui corresponde à vos attentes. Ben, il y a des festivals, à dire vrai, de 2 types. Il y en a qui sont vraiment, on va dire, axés sur, je dirais, une époque. Tiens, prenons par exemple le festival de Beaune. Là, c'est de la musique du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, on va dire, et avec pas mal d'opéra, musique vocale, beaucoup de musique vocale, hein. Donc là, c'est tout à fait de la même façon que le festival de Nohant, on tourne autour de Chopin, hein. Et il y en a d'autres, prenons par exemple Prades, et il y a beaucoup plus de diversité. La Chaise-Dieu, il y a beaucoup de diversité, hein. Leur répertoire, ils ont donné du Zelenka, qui est un musicien tchèque fabuleux du XVIIIe siècle, du Hasse, et en même temps du Saint-Saëns, de la musique française de la fin du XIXe siècle. Donc, si vous voulez, il y a 2 types de festivals. Je dirais, il y a ceux qui ont une thématique vraiment forte, ou ça peut être un instrument, le piano, la Roque d'Enterron. Là, vous aurez différentes périodes, mais c'est du piano, hein. Et ça tournera quand même beaucoup autour du 19e siècle, mais pas seulement. Vous pouvez avoir, j'ai écouté des œuvres du 20e siècle à la Roque d'Enterron, ou parfois des gens qui se lançaient dans Rameau, je disais, ou d'autres. Mais bon,
il y a quand même type de festival, vous voyez. Mais par exemple, le festival Pablo Casals, c'était un festival qui était beaucoup autour des instruments comme le violoncelle, et ils ont produit des œuvres pour orchestre, des œuvres vocales, des pianistes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, je dirais, deux types de festivals. Un festival qui est plus généraliste et un festival qui est thématique, soit autour d'un instrument, soit autour d'une époque, indéniablement. Donc, et puis nous, il faut qu'on choisisse. Donc, on réfléchit tous ensemble, Béatrice, Claire et moi, on se consulte. Qu'est-ce qu'on met, quelle pièce aussi. Et en plus, il y a toujours, si vous voulez, le problème. Ça a l'air de rien. Mais si vous avez 2 concerts qui sont très intéressants, mais qui sont à 4 jours d'intervalle sur un voyage qui dure 3 ou 4, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait plusieurs concerts intéressants qui se suivent. Vous me direz, ils sont tous intéressants s'ils les ont choisis, mais enfin, il y en a qui peuvent intéresser plus que d'autres. C'est pour vous dire que c'est pas simple. Hein. Parfois, c'est même la quadrature du cercle. On se dit, ah mince, là, il y a Sokolov, mais là, il y a Lugansky. Et impossible de faire un voyage avec les deux en même temps. On fait quoi? Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est ça. C'est toujours très, très dur de trancher. Hein. On a envie un peu de tout proposer et tout mettre, mais bon, il faut faire des choix. Alors, Beaune, par exemple, c'est un peu plus simple parce que c'est des week-ends. Il y a 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Alors, l'an prochain, ils vont peut-être changer de formule. Ils viennent de me le dire. Peut-être qu'ils vont moins faire de week-end et peut-être plus des concerts rapprochés qui se suivent sur une semaine ou 2. Bon, à suivre. Oui. À suivre, alors, oui. Ouais. Faut dire que, bon, je lisais un article, il y a quand même un tassement sur les festivals en général, hein, indéniablement. En tout cas, c'est les organisateurs qui le disent pour cette année. Donc, peut-être qu'il faut qu'ils se renouvellent aussi, je sais pas. C'est pas trop quand même, parce que parfois on voit des choses pas trop, hein. Surprenantes, et là on se dit, oula. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous aimez. Vous pouvez me le dire maintenant dans le chat. Hein. Qu'est-ce que vous aimez? Les festivals de piano, les festivals d'opéra, les festivals de musique de chambre. Il y en a pour tous les goûts, hein, comme on vous l'a dit. Mais n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez envie. À une époque, on faisait des festivals, mais parfois qui sont un petit peu complexes à monter. Il y avait Sablé. Sablé, c'est musique ancienne. Bon, c'était pas trop compliqué, mais pas si simple. Puis alors, il y en avait un qui était à s'arracher les cheveux, donc on a laissé tomber parce que il donnait les places difficilement au dernier moment. Fallait acheter tout. C'était Ambronay. Et Ambronay, vous savez que pour le baroqueux que je suis, c'est comme pour les pianistes la roque d'Anteron, quoi. C'est véritablement. Mais et c'est vrai que ça serait bien de refaire un jour Franche-Comté romane. En plus, bon, on allait à Brou. Alors, vous savez que la collégiale de Brou, de Marguerite d'Autriche, a été entièrement restaurée, nettoyée, c'est fabuleux. La cathédrale de Besançon, des églises, il y en avait même aux Salines d'Arquesnan. Une très belle conception de Nicolas Ledoux. Mais malheureusement, c'est vrai que voilà, ils sont pas du tout accommodants, donc on a fini par jeter l'éponge. Il y a d'autres festivals aussi. Alors après, ça peut évoluer. Hein. Peut-être que c'est plus les mêmes personnes qui sont un peu plus... rien n'est inscrit dans le marbre, hein, évidemment. Donc voilà, on réfléchira aux évolutions futures. Et puis, oui, n'hésitez pas à nous faire des suggestions, exactement comme vous le disiez Béatrice. Si c'est pas dans le chat, vous faites un petit mail à Intermed, vous savez, c'est info@intermed.com. Et puis vous pouvez m'en faire aussi. Hein. De toute façon, vous avez mon mail sur mon site. Mon site, je vous le rappelle, c'est très très simple, hein, soulard.paris. Vous tapez soulard.paris, paf, vous arrivez sur mon site, exactement. Et là, j'ai un mail des cultures@soulard.com, c'est un peu plus compliqué. Mais vous le trouvez, tout ça sur soulard.paris, puis j'essaye de mettre à jour ce que je fais. Il y aura le cycle de conférences gothique XIIIe siècle, à l'automne prochain, on est en train de monter ça, des visites dans Paris, etc. Je me fais un petit peu de pub, hein, mais il faut bien. Hein. C'est en même temps pour Internet. Voilà. Très bien, mais je crois qu'il y a plus d'interventions ou de questions dans le chat, donc on va vous laisser. Eh ben oui. Encore une fois, vous remercions pour votre écoute et en remerciant Merci Sophie à tous et à toutes. Et Claire aussi. Merci à tous. Très bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Merci Thierry, merci Béa. Bonne soirée. Au revoir.